Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Et c'est fou parce que c'est vrai qu'on a des moments, moi j'ai l'impression, j'ai plus de mal à être surprise qu'il y a 20 ans, forcément on connaît plus de trucs. Une promenade radiophonique avec Nilso. Et du coup, plus ça va, plus c'est rare comme les moments où on fait « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ?» Chapitre Il m'a 10. complètement... Il y a tellement de choses qui Perdre sortent et rater. que c'est vraiment, on peut, pour le coup, c'est comme en littérature maintenant. Ce qu'il n'y avait pas il y a 25 ans, on tombait toujours sur les mêmes. Et donc, du coup, il y a tous les gens qui ont fait du sous-spar, sous-blin, sous-machin. À un moment donné, c'est fini parce qu'il y a tellement de choses que tu peux. Il y a des choses qui passent inaperçues. Ouais. Comme en musique. Ouais, mais après, bon, moi je suis peut-être pas dans le bon. Parce que je fouille pas assez, tu vois, mais j'ai du mal à être. Ouais, mais en fait, même quand on me dit, tiens, tu vas voir tel bouquin, il va t'halluciner, moi je suis pas hallucinée, tu vois. Et c'est rare que je fasse, ah, alors là, je suis là. Tu viens de dire que tu sortais d'un an de cocon. Ouais. Pas forcément. Mais si, forcément. Mais je parle de ces dernières années, je parle pas forcément de cette année. D'abord parce que je lis moins de BD qu'avant aussi. Faut dire ce qu'il y a. Enfin, moi, j'ai constaté un phénomène, c'est que quand on écrit... moi, je mets 3 ans ou 4 ans à faire un livre, mais j'en fais 3 en même temps. Ouais. Mais j'ai des courtes périodes où j'écris pas du tout pour pouvoir lire. Mais sinon, quand j'écris un truc, je lis pas. Parce que sinon, tu as un appareil photo dans la tête et puis tu recraches ce qui a déjà été fait, ça n'a aucun intérêt. Donc, obligatoirement, ça réduit les possibilités de découvrir des trucs. Puis, de toute façon, tout ce qu'on a eu étant petit... Il y avait une émission sur France Inter qui s'appelait Pentimento, l'enfance de l'art. Et en fait, tous les écrivains qui passaient les uns après les autres racontaient que leurs œuvres venaient de ce qu'ils avaient lu entre 8 ans et 15 ans. C'est évident. Bah oui. Moi, c'est ça qui m'a construite au niveau narratif, c'est vraiment ce que j'ai lu enfant. Et même si les choses sont... C'est plus qu'effectivement, ça aide à développer des mécaniques narratives, plus que finalement, après, le contenu, ce qu'on y met dedans, c'est notre vécu. Mais au niveau technique, c'est vrai que c'est des rythmes, c'est des façons de raconter. Donc, je pense que je suis autant influencée par Lucky Luke, Astérix et Pif que par... et même Placide et Museau que finalement, les grands auteurs, entre guillemets, que j'ai pu lire adultes et qui m'ont beaucoup marqué, mais je pense qu'ils m'ont moins influencée que ce que j'ai lu enfant. Mais c'est évident. Parce qu'en fait, en plus, quand on est enfant, on a quand même une capacité à relire 500 fois le même livre. Donc quand on dit qu'on est imprégné, on est vraiment imprégné, quoi. Et puis on prend les choses de manière totale. On s'imagine que c'est c'est du diamant, quoi, pur. C'est vrai. Donc du coup, Lucky Luke, c'est pur et ça restera pur. Et surtout, c'est vrai. Enfin, moi, tout ce que je disais avait une certaine vérité, résonnait en moi comme une chose vraie. C'est-à-dire que Lucky Luke existe. Je savais que Lucky Luke n'existait pas, mais pour moi, il existait. Et par exemple, j'ai eu un énorme choc affectif le jour... Je lisais beaucoup Picsou et Mickey, bon, je lisais tout ce qui passait. Et j'aimais beaucoup Donald et tout ça. Et donc, j'aimais beaucoup le cousin Gontran, Gontran la chance, je crois, en français. Non, je l'aimais pas, mais j'aimais le personnage. Pour moi, il faisait partie de l'univers de Donald, il avait vachement de chance. Et un jour, je discutais avec une copine et je lui dis « Ouais, donc tu vois, comme Gontran Bonheur ?» Et elle me dit « C'est qui ?» Et là, je dis « Tu connais pas Gontran Bonheur ?» Et là... Il y a tout mon univers s'est effondré en une seconde parce que j'ai réalisé que si Gontran Bonheur n'existait pas pour quelqu'un d'autre, ça voulait dire qu'il n'existait pas. Et pour moi, qui vivais beaucoup à travers la bande dessinée, qui m'isolait beaucoup, qui était comme pas mal d'auteurs de BD, qui était quand même une petite fille qui s'évadait beaucoup dans la lecture, notamment de BD, et j'avais créé un univers où je m'étais dit que comme quelque chose qui existait pour tout le monde, même fictif, existait. Un peu comme... j'avais peut-être 7 ans, tu vois. Oui, mais c'est l'âge où on découvre qu'on est mortel. Parce que là, ce que tu viens de décrire, c'est exactement le phénomène où tu découvres qu'en fait, si les choses pour lesquelles tu as une affection énorme, le seul moment où ces choses pour lesquelles tu as une affection vont disparaître, c'est quand tu vas disparaître toi. Donc tu prends conscience petit, à un moment ou à un autre, que tu es mortel. Là, ce que tu dis, c'est pas seulement l'effondrement de ton monde, c'est que c'est une phrase d'enfant assez classique, entre guillemets. C'est le moment où tu réalises que non, c'est pas... tu n'es pas parti sur un long chemin comme ça, avec tout ce qu'il y a autour de toi qui reste comme ça ad vitam aeternam. Tout peut disparaître. Ouais, moi j'étais... Vraiment, la phrase « je découvre », tout s'effondre. Ouais, c'est ça qui me fait penser à ça. Ouais, moi j'étais vraiment dans... Je pense que j'étais dans un camp... La fin de l'innocence, il y a un côté fin de l'innocence. Mais moi c'était vraiment ce truc que pour moi l'abstraction,
était réel. Mais en fait, c'est presque un truc philosophique. C'est que l'abstract, c'est comme Dieu. Voilà, c'était comme Dieu. Comme si j'avais cru en Dieu et qu'un jour quelqu'un avait dit Dieu n'existe pas et que j'ai réalisé qu'en fait Dieu n'était pas une évidence pour tout le monde. Dans ce cas-là, effectivement, il se peut qu'il n'existe pas. Mais parce que la notion de la mort, moi je dis plutôt, parce que j'avais une tante qui est schizophrène et qui m'avait dit très tôt un truc horrible, qui m'avait dit de toute façon on va tous mourir, tu vas mourir. Donc, et donc je l'ai vécu horriblement et j'ai été extrêmement traumatisée et mon père était hyper mal parce que c'est sa soeur jumelle en plus. Et elle lui a dit mais pourquoi tu lui as dit ça? Et en fait elle m'a dit mais en gros très clairement c'était mais si Lisa, tu vas mourir, tes parents vont mourir, tout le monde va mourir, en fait on meurt, on meurt. Donc c'est ça que je l'ai vécu précocement. Et moi ma famille ne croyait pas en Dieu, donc moi j'étais pas élevée dans l'idée qu'il y avait le paradis, c'était vraiment. Et mais ça j'étais plus petite, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans. Mais ce truc là, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi c'est vachement intéressant qu'en fait et je pense que c'est resté quand même pour moi que ce que j'imagine quelque part existe, puisque ça existe dans mon imagination et plus c'est partagé, plus en fait ça existe. Mais voilà. Mais donc ce truc de la voilà, je sais plus, alors on a dérivé, je sais plus pourquoi on avait commencé à parler de ça. On a une autre phase, c'est qu'on crée son propre monde, une cosmogonie, mais qui puise dans cette matière infinie, en fait. Qui puise son vocabulaire. En fait, on s'exprime avec une langue qui a été créée par toutes nos lectures, mais qu'on enrichit nous-mêmes. Donc ça veut dire que moi, aujourd'hui, je vois des adultes, des jeunes adultes quand même encore, mais qui ont lu Nini Patalo enfant, voire même que ça a influencé dans leur travail. Et je me dis, c'est la même chose, c'est des gamins qui l'ont lu 25 fois, qui s'est rajouté avec tout ce qu'ils avaient déjà lu. Et donc Nini Patalo maintenant fait partie à rajouter 2-3 mots de vocabulaire, au vocabulaire de la bande dessinée pour plein d'enfants. Et je me dis, c'est dingue, en fait, c'est ça, c'est une langue qui s'enrichit. Mais comme Blutch, et les tuniques bleues, tout ça, c'est quelque chose qui est hyper présent dans sa pratique et c'est marrant. Sauf que lui, il le dit. Lui, il le dit. Lui, c'est presque sa marque de fabrique, c'est de la BD, j'appelle ça de la BD au BD, c'est-à-dire qu'il montre qu'il se nourrit de la BD et qu'il en fait. Et de cinéma aussi, parce qu'il y a Mitchum. Il dit que la BD, pour lui, c'est la BD qu'il lisait enfant, parce qu'en fait, je pense pas qu'il lise tant de BD que ça à Blutch. Je pense que. Enfin, c'est pas tellement le problème. Ça rejoint ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il s'est construit, il est devenu auteur de BD parce qu'il a lu énormément de BD enfant. Maintenant, en tant qu'adulte, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui lise beaucoup de BD. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui lit des livres, qui va au cinéma, mais parce que j'en avais parlé avec lui, alors je me trompe peut-être, mais moi, il me semble que c'est pas... son inspiration, il la puise plus dans la bande dessinée. Par contre, ça l'a construit. C'est pas forcément une très bonne idée d'aller lire de la BD quand on fait. J'ai pas la sensation d'être un type qui était un raté de la peinture et qui fait du cinéma, c'est plus facile. Mais donc ça c'est important. Mais par contre, si moi je me remets à peindre maintenant, sans parler du temps que ça prendra avant de retrouver une main, et que moi j'évalue à 5 ans, faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être pas aussi long, mais bon, pour pas faire de la barbouille, pour faire quelque chose qui se tient, il est fort possible que ça marche pas. Alors là, je serai un peintre raté. Moi, j'étais un bon petit... une bonne petite, un bon mouton de panurge, justement. J'aimais beaucoup l'école et j'avais des problèmes à la récré, moi. C'était plus les interactions sociales qui étaient difficiles, mais par contre, être à l'école, apprendre des trucs, être en compète, essayer d'être bon. Il y avait un truc qui me plaisait dans la dynamique générale de l'école, c'est non seulement j'aimais apprendre, mais en plus j'aimais bien la compète, quoi. J'avais un truc, j'aimais bien me dépasser. Alors, j'étais jamais la meilleure. Parce qu'il y avait toujours un meilleur de la classe que moi. J'étais très très bordélique et très crade, donc j'arrivais jamais. Alors ça m'empêchait d'accéder à mes rêves secrets, mais j'étais quand même toujours dans les bons. Et du coup, j'acceptais. En plus, j'aimais bien être deuxième, troisième. J'aimais bien quatrième, ça commençait à être un peu la loose. Mais j'avais ce truc, et quand je suis arrivée en école d'art, moi, ça a été terrible pour moi de plus avoir la contrainte, en fait, des notes, de la présence. Donc, j'ai plus rien foutu, j'ai redoublé. Moi, j'ai réussi quand même à redoubler les arts déco, là où, à l'époque, quand même peu de gens redoublaient. Mais parce que j'ai passé aussi 7 mois au Sénégal. Enfin, j'ai rien foutu, quoi. Et en fait, c'était nécessaire, j'avais jamais redoublé. Je pense que j'étais immature et que j'avais besoin d'une année comme ça, ou un peu un coup de pied au cul pour... Après, ce qu'il propose, c'est dur. C'est-à-dire, il te propose une émancipation radicale, créer, trouver des choses personnelles et tout. Il y avait un mépris aussi. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en voulant faire de la BD, et il y avait quand même un mépris des gens qui voulaient faire de la BD d'illustration, où moi, on m'a quand même dit au diplôme que je ferais rien de ma vie. Enfin, en gros, on m'a dit au diplôme qu'en fait, parce que ça faisait 2 ans que je travaillais déjà pour un magazine, je gagnais déjà ma vie, moi, quand j'ai fini. Et en fait, ils ont décrété qu'en fait, j'évoluerais jamais, qu'en fait, je serais une dessinatrice médiocre, qui se remettait pas en question. Alors que moi, tout ce que je faisais dans mon boulot dans les magazines, c'était avec les éditions Milan, c'était... je répondais à une commande. Je faisais du dessin de presse humoristique, avec Jacques Azan, d'ailleurs,
pour les clés d'actualité junior et je répondais à une commande. Et j'étais hyper fière, moi, de gagner ma vie déjà avant d'avoir fini mes études. Et ils m'ont cassé. Genre, j'étais pas assez curieuse. Et maintenant, quand je vois la carrière que j'ai, que je trouve quand même cool, sans. Voilà, je suis pas. Mais... Je pense que tu fait plus, on fait le coup aussi. Mais alors, tu te dis, mais ils étaient à côté de la plaque, je veux dire, parce que finalement. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'invitent aux Arts Déco. Enfin, c'est pas les mêmes, mais aujourd'hui, on m'invite aux Arts Déco. Oui, Lisa Mandel, les gens qui ont réussi, entre guillemets, qui ont été édités. Et je me dis, c'est marrant parce que moi, j'étais médiocre là-bas aux Arts Déco. J'ai été médiocre, j'ai eu un diplôme, j'ai eu une petite mention, mais vraiment, ça a été arraché parce que j'avais fait un truc qui ressemblait enfin, bref, qui était un peu inspiré par l'assaut. Donc, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça ultra injuste. J'avais dit, mais je comprends pas, on fait un métier où on est censé après pouvoir réussir à survivre. Donc les Arts Déco, c'est quand même l'illustration, donc a priori, c'est quand même répondre à des commandes. Oui, mais c'est pas... j'étais pas assez on aurait mieux on aurait mieux compris que ça arrive dans une école de beaux-arts. Mais je prenne plus de risques. Enfin, je sais pas ce qu'ils... Je pense que j'étais à côté, que c'était aussi ma faute. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils m'avaient mal cerné, quoi, surtout. C'est aussi le problème d'une évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est toujours en retard sur l'époque. Ils t'ont évalué avec des principes archaïques qui dataient de plus... T'as dû faire évoluer les principes. Parce que si maintenant, vu ta situation, tu rentres dans les gens qui sont invités, donc forcément, ceux qui vont... ça s'est élargi, le spectre de... L'erreur que j'ai faite, si tu veux, par rapport au diplôme, c'est que j'ai fait un petit truc qui s'appelait... un petit truc qui ressemblait en fait à des bouquins de Lewis Trondheim qu'il avait fait, notamment avec aussi Joran Garner. C'était Le Pays des Trois Sourires et tous ces bouquins carrés où c'était en fait une histoire qui suit, puis chaque strip, j'avais fait un bouquin sur ce modèle-là, donc c'était l'histoire de la mort en fait, donc c'était une mort qui leur arrivait des aventures, et ça m'a un peu sauvée, mais le reste c'est qu'il m'avait dit explorer, et moi j'avais fait du coup un livre illustré en photo avec en plus mes colocataires, et un autre j'avais pris des dessins d'enfants quand j'étais petite pour faire un livre d'enfants sur la guerre, mais j'étais pas très bonne en illustration en réalité, du coup c'était pas réussi, et je pense qu'aussi à l'époque là les Arts Déco c'était vraiment illustration et très peu BD, et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup desservi, parce que les cours de BD ça allait, mais j'étais pas faite pour j'étais très mauvaise en illustration, moi j'étais plus dans la veine malgré tout il y avait Boulet aussi qui était dans mon... Enfin, j'étais à cheval entre l'année de Judith et Marinette et l'année de Boulet, mais il y avait déjà plus de gens qui faisaient de la BD, mais je pense aussi que j'étais dans un mauvais... Moi j'ai cru des années que je pouvais pas faire de BD par exemple. Ça a été la découverte de l'assaut qui a changé la donne pour moi, parce que je pensais que n'étant pas bonne en perspective, ne dessinant pas comme Loisel, j'avais pas le droit d'accéder à la... Et ne faisant pas non plus du dessin politique comme Bretéché, enfin surtout à l'époque, à 19 ans, j'avais pas du tout la maturité. Je pensais que c'était pas pour moi, et que les filles, en plus on m'avait bien dit au lycée, en gros c'était les mecs qui faisaient de la BD, les femmes faisaient de l'illustration jeunesse, c'était encore ça quand même. Ah oui, carrément. Bah ouais, mais quand je suis arrivée... C'est difficile à croire maintenant. Mais attends, quand je suis arrivée, quand j'étais éditée, j'étais la seule nana. Souvent dans les salons, on était 2 femmes encore. Hein. Et pourtant, je suis pas si vieille. Et à Tchou, j'étais la seule fille. Il y avait, je peux dire fille, parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans. Quoi, mais on était 10 ou 12, j'étais la seule femme. Après, il y a eu des autres. Mais dans les années qui ont suivi, d'ailleurs, je suis arrivée, puis l'année d'après, on était déjà plus. C'était vraiment... j'étais à la nouvelle... Ah oui, ça s'est ouvert. L'année où je suis arrivée... Je me rappelle, j'ai fait Angoulême, après il a commencé à y avoir Tanks, il commençait à y avoir plein d'autrices. Donc en fait, je pense que je fais partie de la nouvelle vague. Mais j'ai quand même arrivé, en arrivant dans des salons, on me prenait pour l'assistante, on me prenait pour la libraire, parce qu'en fait, les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Et où j'ai été taxée de gens qui, comme à l'époque, de critiques qui disent c'est dessiné avec les pieds, c'est quoi ce dessin, c'est pas de la BD. Enfin, vraiment, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, les temps ont vachement changé quand même. Parce que c'est vrai que c'était pas... Et puis qu'on était invité que parce qu'on était une nana. Enfin, moi, j'ai vraiment subi tous les salons. On m'a invité en tant que femme. Et je disais, mais je comprenais pas. Parce que j'étais déjà... En fait, nous, on était déjà... Là, pour le coup, c'est archaïque. On n'était déjà plus là-dedans. Ni les auteurs, ni nous. C'est-à-dire que moi, je comprenais pas pourquoi on pouvait organiser tout un salon autour du fait que j'avais des ovaires et mes règles. Quoi. Je comprenais pas le truc, quoi. Voilà, c'était juste pour faire un petit peu de nostalgie. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Enregistré à la médiathèque Françoise Sagan, Paris 10e, vendredi 2 octobre 2020, avec Nilso et Lisa Mandel.
Luc.